Bonjour à toutes et à tous, et oui, on est déjà de retour, peu après la première vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo beaucoup plus tranquille, où je vais simplement vous partager mon expérience cinématographique de la semaine, qui portera sur quelques films du studio Ghibli. Vous le savez, Netflix a commencé à mettre sur sa plateforme les célèbres films du studio japonais. Du coup, je me suis lancé dans un visionnage et un revisionnage pour certains, et du coup, pourquoi pas en parler en vidéo, pour vous donner mon avis sur les films que j'ai pu voir, ce que j'en pense, et également surtout pour vous donner envie de les voir, ou notamment de les revoir si vous les avez déjà vus. Car ce sont vraiment des films magnifiques qui méritent d'être vus par tout le monde. Ce sont des films qui m'ont marqué durant mon enfance et mon adolescence. Je pense à certains films comme Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro, qui est le plus connu je pense. Donc voilà, petite vidéo liste, j'en ferai sûrement d'autres sur d'autres univers cinématographiques ou autres, mais j'en dis pas plus. On va commencer avec une petite intro générale sur le studio, qui est quand même un studio très important dans l'histoire du cinéma japonais, et notamment dans celui de l'animation. Tout d'abord, il faut rappeler que le studio Ghibli est peut-être le plus célèbre studio d'animation japonais de l'histoire. Il a été créé par les grands Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1885. Le studio a produit des courts et longs métrages, des animés, mais également des jeux vidéo. Mais bon, il est surtout connu pour ses longs métrages qui sont devenus pour la plupart cultes. Le studio a produit pas moins de 21 films, que je vais pas vous citer parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai sélectionné 6 films du studio Ghibli que j'ai vus entre la semaine dernière et aujourd'hui, et du coup on va en parler. Tout d'abord, on va commencer par Je peux entendre l'océan, ou en version originale, Umiga Kikoiru, réalisé par Tomomi Mochizuki en 1993. À la suite du divorce de ses parents, Rikako Muto, une lycéenne originaire de Tokyo, va être forcée de vivre avec sa mère sur Koshi, une petite île du Japon. Elle arrive en cours d'année scolaire, et dès son arrivée, elle est remarquée par Yutaka Matsuno, qui la présente à son meilleur ami Taku Morisaki. L'ambiance méridionale et provinciale de Koshi est très différente de Tokyo, et Rikako a du mal à s'intégrer dans sa classe. J'ai commencé mon visionnage des Ghibli avec ce film, je voulais revenir sur le format. Le film fait 1h10 je crois, et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est très agréable à voir, t'as pas le temps de t'ennuyer, ça va très vite, ça va à l'essentiel, t'es direct dedans, l'ambiance est très sympa. Il y a 3 personnages principaux, d'abord Taku Morisaki et Yutaka Matsuno, les 2 potes de toujours, puis arrivera la 3ème protagoniste Rikako Muto, et du coup vous l'aurez compris, on va assister à un sacré triangle amoureux. Yutaka va s'intéresser à Rikako, mais celle-ci sera beaucoup plus intéressée par Taku, et du coup le triangle amoureux se formera. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, déjà comme je vous l'ai dit, c'est le format. La bande son, bon, les films Ghibli ont toute une bande son magnifique, mais celle-ci est vraiment différente des autres. Il y a une grosse ambiance de vacances qui se dégage dans ce film, t'as vraiment envie de t'évader, de tout lâcher. Il y a aussi quelque chose que j'ai aimé, c'est le caractère des personnages. Taku n'est pas du tout le lycéen dans les shoujo shonen de base un peu réservé, non, il a un vrai caractère, il s'affirme, il se laisse pas marcher dessus par notamment Rikako, et même Rikako aussi, les deux se complètent d'ailleurs, ils vont vraiment bien ensemble. Les personnages ne sont pas lisses, c'est ça que j'ai pas mal aimé. Je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment court, et j'ai bien fait de commencer par celui-là parce que ça m'a grave mis dedans dès le début, j'ai passé vraiment un très bon moment, voilà, je vous le conseille. Ensuite, Le vent se lève, ou en version originale, Kaze Tashino. C'est un film d'Hayao Miyazaki, sorti en 2013. Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais ses problèmes de vue l'empêchent de devenir pilote, c'est là qu'une autre voie va se dessiner pour lui, celle d'ingénieur. Il va se faire engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Le vent se lève raconte l'histoire d'une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l'épidémie de la tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l'amour avec Naoko, une jeune fille qu'il a sauvée par le passé, et l'amitié avec son collègue Honjo. Et il fera entrer l'aviation dans une nouvelle ère. Alors tout d'abord, ce film on me l'a beaucoup conseillé, j'ai beaucoup évité, j'arrivais pas à trouver le temps de me poser pour le voir. Et également, ce film je l'ai pas trouvé sur Netflix, et j'ai dû le trouver de manière très légale, vous connaissez. Encore une fois, la BO est magnifique, je trouve que c'est une des meilleures ambiances Ghibli que j'ai pu voir. Je pense que je le classerai dans mon top 3 Ghibli, mais vraiment j'ai trouvé le personnage de Jiro très intéressant, le fait que ce soit un rêveur, que depuis tout petit il est passionné d'avions, et que donc il va accepter la fatalité de ne pas pouvoir piloter des avions, mais ça va pas le décourager car il va trouver une autre voie dans celle d'ingénieur, où il va concevoir les avions qu'il n'a pas pu piloter, et donc il va ouvrir la voie à d'autres pilotes. C'est pas fataliste, et sa relation avec Naoko est vraiment touchante, notamment vers la fin où la relation devient vraiment très forte. Aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de timelines différentes. Son enfance, où il est passionné d'avions, il se dit non je vais pas pouvoir piloter. Ensuite la fois où il va sauver notamment Naoko, ce film est vraiment ancré dans la réalité et dans l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, même à la fin, les larmes sont tombées. À mon avis, la plupart l'ont déjà vu. Je suis un petit retardataire là-dessus, j'avoue. Je pense qu'on peut passer au film suivant. Kiki la petite sorcière, ou en version originale, Majo no Takyobin, sorti en 1989 et réalisé par le grand Hayao Miyazaki.
Kiki est une jeune sorcière qui quitte son foyer familial à 13 ans pour partir vivre seule dans une grande ville d'apparence européenne. Elle va créer un service de livraison rapide par les airs pour gagner de l'argent car son seul réel pouvoir magique est sa faculté de voler grâce à un balai. Elle va faire de nombreuses rencontres qui l'aideront dans son intégration et son apprentissage de l'indépendance. Alors du coup, ce troisième film, alors je le connaissais de nom, je m'étais pas plus intéressé là-dessus, mais là beaucoup ont commencé à regarder ce film vu qu'il a été sorti sur Netflix, et du coup je me suis dit bon bah vas-y on va voir ce que ça donne. Alors je trouve le film très mignon, très coloré, il y a vraiment une bonne vibe, vraiment c'est vraiment mignon ce film. Mais déjà moi je m'attendais pas du tout à ça. Moi quand je vois Kiki la petite sorcière je me suis dit ah ouais ça va être une école de sorcellerie, tout ça, mais pas du tout. C'est Kiki, une petite fille qui va aider son prochain, elle va être en quelque sorte la sorcière protectrice de sa ville. Elle va choisir d'ailleurs, il y a plein de petites aventures qui vont lui arriver, elle va... Il y a un personnage, il y a un petit garçon qui va tomber amoureux d'elle, elle va faire copine-copine avec une artiste, elle va se faire recueillir par une boulangère. Il y a pas de problème avec ça, très très mignon tout ça, mais je me suis un peu ennuyé en vrai. Et j'ai trouvé le temps un peu long, même si le film fait 1h30 je crois. J'ai pas trop aimé. C'est pas un film que je reverrai, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je trouve vraiment très enfantin et ça m'a pas trop parlé. Je vous conseille quand même, la musique est vraiment très sympa et c'est mignon, mais je pense que dans la carrière d'Hayao Miyazaki, il y aura beaucoup plus intéressant. Film suivant, Porco Rosso, ou en version originale, Kurenai no Buta, sorti en 1992 et réalisé encore par le grand Hayao Miyazaki. Le temps de serrer, errer au Seigneur, aimer le moqueur. Pour ce qui est du synopsis, dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit dans le repère qu'il a établi sur une île déserte de l'Adriatique. À bord de son splendide et iconique hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté. Alors Porco Rosso, c'est un qu'on m'a direct conseillé le plus, le film est vraiment stylé, il a vraiment de la gueule, il est super beau visuel, le personnage est badass, il est classe tu vois, même si c'est un cochon il est vraiment classe. Il fait chasseur de primes, ça fait penser à Cobra, des personnages iconiques stylés et tout. Sa relation avec la petite fille, j'ai trouvé ça cool, touchant, même si bon, ils ont pas le même âge, mais on passera. Non, j'ai trouvé le film très cool, je me suis pas ennuyé une seule seconde là sur celui-là. La musique italienne et tout ça, c'était très cool. Le fait que ça se passe en Italie, je trouve ça même génial. Et j'ai pas grand chose à rajouter sur le film, tout a été dit. Il mérite sa réputation, j'ai passé un très bon moment devant, et du coup je le conseillerais vraiment. Il est sur Netflix, du coup je pense que vous aurez pas trop de mal à le voir. Et voilà, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi. Maintenant la légende, Le tombeau des Lucioles, ou en version originale, Otaru no Haka, sorti en 1988, et réalisé par Isao Takahata. Alors bon, celui-là, je sais que c'est un classique, je l'ai rattrapé très tard, je l'ai vu il y a 3 jours, on en avait assez parlé, on m'avait dit ouais, la fin, tu vas pas être bien, tout ça. Donc bon, oui, l'histoire se passe après le bombardement de Kobe, au Japon, à l'été 1945. Seita, un adolescent de 14 ans, et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres, car leur maison a été dévastée, et leur mère ne peut plus assurer leur protection. Mais leur tante va leur faire comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille, et qu'ils doivent mériter leur riz quotidien et leur ration. Après ça, Seita décide de partir avec sa petite sœur vivre seule. Ils vont se réfugier dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivront des jours heureux illuminés par la présence des milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commencera cruellement à leur manquer. Alors ce film, oui, je rattrape très tard, je sais que c'est un classique, que pour la plupart vous l'aurez vu. Moi je l'ai rattrapé que il y a 3 jours, on m'en avait dit beaucoup de bien, on m'avait dit que j'allais être mal pendant tout le film, tout ça, à la fin, même tout le film en général. En fait le film m'a pas surpris, je savais totalement ce qui allait se passer, je m'étais totalement imaginé quelque chose comme ça. Il y a une atmosphère mais pesante dans ce film, c'est intenable, tu vois vraiment les deux personnages qui sont miséreux au possible. Mais ce qui est beau c'est que leur fraternité est très forte. Il y a un constat que je me suis fait, c'est que les moments, la misère qu'on va voir dans ce film, finalement elle est pas si mauvaise. Elle est mauvaise physiquement et moralement, mais elle est pas que nauséabonde, car avec cette misère ils vont vivre leurs moments de fraternité les plus forts, ils vont vraiment être ensemble, ils vont se foutre du reste, tout ce qui comptera c'est leur survie. Seita va être un grand frère exemplaire, il va tout faire pour sauver sa sœur. Pour lui le sacrifice est une évidence, il veut protéger sa sœur. Mais du coup avec ce que je viens de vous dire, je vais pouvoir citer un titre de PNL qui décrit parfaitement ce que je pense sur le film, La misère est si belle de PNL. Misère, je vous l'ai déjà expliqué, car vraiment ils sont miséreux, la situation est critique, mais finalement il y a des petits éclats de bonheur et d'amour justement qui est marqué par la présence des lucioles, qui donne un côté positif à cette misère. Et du coup voilà, j'ai passé un excellent moment, et très dur également, parce que bon, on va pas se cacher, le film est loin d'être gai, je comprends qu'il soit culte. Et enfin, Le château ambulant, ou en version originale, Aora no Ugoki Shiro, sorti en 2004 et encore réalisé par le grand Hayao Miyazaki.
La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Lors d'une de ses rares sorties en ville, elle fera la connaissance de Haoru, le magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas beaucoup de caractère. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans. Elle quittera la ville en laissant tout derrière elle pour vivre dans le château ambulant de Haoru en tant que femme de ménage. Alors pourquoi je l'ai gardé pour la fin? Parce que j'ai une grande histoire avec ce film. Il faut savoir que je l'ai vu à sa sortie en 2004 quand il est sorti au cinéma. J'avais littéralement 4 ans, j'étais tout petit et du coup j'ai énormément aimé le film. C'est mon Miyazaki et mon Ghibli préféré. Et là pour l'avoir revu hier, je l'avais vraiment oublié. Je me rappelais de quelques moments mais je l'avais pas revu depuis. La photographie est magnifique, l'animation est impressionnante. L'OST c'est pour moi la plus belle bande son de Ghibli. Franchement je trouve qu'elle est magnifique. On l'entend tellement de fois dans le film et pourtant à chaque fois elle fonctionne, à chaque fois elle est prenante, elle me faisait mal au ventre tellement j'étais pris dans le film. Et j'adore le personnage de Haoru, j'adore le personnage de Sophie, je les trouve attachants. C'est une ambiance assez fantaisiste mais en étant très dark sur certains points. Vraiment dans ce film ce que j'aime beaucoup c'est les designs, notamment le design d'Haoru, ce design de chimère homme oiseau, je suis vraiment trop fan. Ensuite à travers le personnage de Haoru, on peut voir une grande dépression, avec les situations où il va tout abandonner, il remet toute sa vie en question. Je trouve ça énorme que d'une scène à l'autre il passe de la dépression la plus profonde à la joie la plus immense, notamment grâce au personnage de Sophie qui va l'aider à sortir de là. A chaque fois qu'on le voit emprunter la porte noire, on voit qu'il est forcé à y aller, qu'il est mal dans cette situation, mais il doit le faire. Et du coup ça va le mener à rester dans une profonde tristesse et une profonde solitude. On voit qu'il vit seul avec le petit garçon dont j'ai oublié le nom, et la flamme là, je sais plus comment elle s'appelle. Le personnage de Sophie va le sauver, et lui donnera la force de faire face aux forces du mal. Et voilà, ce film, je l'aime énormément, c'est un de mes films préférés, et c'est une bonne chose que je l'ai revu. Voilà, je pense qu'on va conclure la vidéo. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc dites-moi si ça vous a plu. Du coup, comme vous l'avez vu, c'était une vidéo beaucoup plus longue et plus tranquille que la précédente. J'avais vraiment envie de parler de ce film, du coup je me suis dit on va essayer de le faire. Je tente des choses, je sais pas si ce sera parfait, à mon avis l'analyse ne sera pas très poussée. J'essaie de tenter des choses pour me perfectionner par la suite. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager même. Et du coup je vous laisse. Bye tout le monde.